Il était le garçon que tout le monde enviait, celui promis à un avenir radieux, celui que les professeurs citaient comme exemple, que les parents montraient du doigt avec fierté. Mais personne n'avait vu la fissure, personne n'avait entendu le cri silencieux, personne n'avait imaginé que l'élève le plus brillant de sa génération finirait par perdre la raison, à cause de ceux qui prétendaient l'aimer le plus. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir ces histoires vraies et profondes. On commence. À 25 ans, Malik avait déjà connu le succès que beaucoup n'atteignent qu'après une vie entière d'efforts. Diplômé avec les plus grands honneurs, couronné par des concours prestigieux, sollicité par des entreprises ambitieuses. Il était devenu, malgré lui, le symbole de la réussite dans sa famille. Depuis l'enfance, son destin avait été tracé sans qu'il n'ait son mot à dire. « Tu seras le premier docteur de la famille. Tu porteras notre nom vers le sommet. Tu ne dois jamais échouer. » Ces phrases, répétées comme des prières, avaient façonné son âme. Et aujourd'hui encore, elles résonnaient dans sa tête comme des tambours qui ne cessent jamais de battre. Malik vivait dans un petit studio parisien, trop étroit pour contenir l'ampleur de ses rêves, mais assez silencieux pour accueillir le poids de ses angoisses. Sur son bureau, des dizaines de livres ouverts, abandonnés à mi-parcours. Des cahiers remplis d'équations qu'il ne supportait plus de regarder. Et sur un mur, un tableau où étaient affichées les attentes de sa famille. Devenir chercheur, publier dans des revues internationales, rapporter l'honneur à la maison. Un honneur qui n'était jamais assez grand. Ce matin-là, Malik sentit quelque chose céder en lui. Il se réveilla avec une douleur dans la poitrine, comme si un poids invisible écrasait son cœur. Un souffle court, irrégulier, une peur sans nom. Il essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient. Son reflet dans le miroir lui renvoya un visage qu'il ne reconnaissait plus. Cernes profondes, yeux rougis, mâchoire crispée. Ce n'était plus le jeune prodige qu'on applaudissait. C'était un homme épuisé, consumé par l'attente, rongé par l'angoisse. Dans sa tête, les voix recommencèrent. « Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois réussir pour nous tous. Si tu échoues, tu nous déshonores. Tu n'es rien si tu n'es pas brillant. » Il posa ses mains sur ses oreilles, comme si cela pouvait les faire taire. Mais les voix n'étaient pas dehors. Elles étaient en lui. Malgré la fatigue écrasante, Malik se rendit au laboratoire où il travaillait depuis 1 an. Les néons blancs, agressifs, l'aveuglaient presque. Les machines bourdonnaient autour de lui, rythmant une réalité qui ne lui appartenait plus vraiment. « Ça va, Malik ?» demanda Camille, une collègue douce et attentive. Il hocha la tête, un sourire faux sur les lèvres. Il savait mentir à merveille. C'était devenu sa seconde nature. Camille s'éloigna, mais elle se retourna plusieurs fois, inquiète. Elle avait remarqué ce que d'autres ignoraient. Le tremblement discret dans ses mains, le vide dans son regard, la tension qui crispait ses épaules. Le supérieur de Malik, le professeur Bernard, entra quelques minutes plus tard, un dossier à la main. « Malik, j'ai besoin que tu finalises ce rapport avant demain matin. Les investisseurs arrivent et ton travail doit être parfait. » Ce mot, parfait, il le détestait. Il le haïssait, parce que depuis l'enfance, il lui avait volé tout, son sommeil, sa joie, sa liberté, sa santé. Il hocha la tête, incapable de protester. Le professeur était déjà reparti, sans voir la détresse dans ses yeux. Malik se mit à travailler. Les chiffres se brouillaient, les mots glissaient, les lignes dansaient. Une goutte de sueur tomba sur la feuille, puis une autre. Son cœur battait trop vite, trop fort, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Il posa son stylo, ferma les yeux, respira, ou du moins essaya. Les voix revinrent, plus fortes, plus dures, plus tranchantes. « Tu vas échouer, tu n'es plus brillant, tu n'es plus rien. Si tu arrêtes, tu détruis tout ce que ta famille a sacrifié pour toi. » Il se leva brusquement. La pièce tourna autour de lui. Il s'accrocha à la table. Camille accourut. « Malik, tu es tout pâle. Assieds-toi, respire. » Mais il ne l'entendait presque pas. Les voix prenaient toute la place. Et au milieu de ce chaos mental, une autre pensée, plus sombre, plus dangereuse, surgit. Et si tout cela n'avait plus aucun sens? Et si la seule manière de se libérer était de disparaître? Un frisson glacial le traversa. Il recula, puis sortit du laboratoire. Sans un mot, il marcha longtemps dans les rues de Paris, sans destination, sans but, comme un homme qui fuit un incendie invisible. Le bruit des voitures semblait lointain. Les passants n'étaient que des silhouettes floues. Ils n'existaient plus vraiment dans le monde. Il flottait entre deux réalités. Arrivé au bord de la Seine, il s'arrêta.
L'eau sombre reflétait les lumières de la ville. Il sentit son cœur se déchirer. Pourquoi ne suis-je pas assez? Pourquoi mon propre bonheur n'a-t-il jamais compté? Pourquoi ma vie est-elle une course que je n'ai jamais choisie? Une larme roula. Puis une autre. C'est là que son téléphone vibra. Un message de sa mère. On compte sur toi, mon fils. Ne nous déçois pas. Tu es notre fierté. Il éclata en sanglots. Pas de compassion, pas d'écoute, juste une injonction. Encore, toujours. Et pour la première fois, une phrase traversa son esprit avec la violence d'un coup de tonnerre. « Je ne tiendrai plus longtemps. Le soir même… » Malik rentra chez lui comme on rentre dans un refuge effondré. Il ferma la porte doucement, s'adossa contre le bois et glissa lentement jusqu'au sol, incapable de retenir les larmes qui coulaient silencieusement sur ses joues. Il n'avait pas pleuré depuis des années. La dernière fois remontait à l'époque où il était encore un adolescent, brisé par une mauvaise note qui avait suffi à déclencher la colère glacée de son père. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'une note, c'était toute une vie qu'il ne parvenait plus à porter. Il resta assis là, dans l'obscurité, pendant de longues minutes, ou peut-être des heures. Le temps n'avait plus vraiment de sens. Le lendemain, il ne retourna pas au laboratoire. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à travailler, il s'accorda une absence non prévue. Ou plutôt, il ne s'accorda rien. Il ne pouvait simplement pas se lever. Son téléphone vibra plusieurs fois. Camille, inquiète le professeur Bernard, furieux sa mère, exigeante Malik ne répondit à personne. Il se leva finalement vers midi et se regarda dans le miroir de sa salle de bain. Il eut un choc. Ses yeux étaient rougis, la peau sous ses paupières creusées, ses cheveux décoiffés. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Il posa la main sur son reflet, comme pour vérifier que c'était bien lui. « Je suis fatigué, tellement fatigué », murmura-t-il. Mais le mot « fatigué » était trop faible. Il était brisé, comme une corde tendue depuis trop longtemps, qui finit par céder. Il décida de sortir pour prendre l'air. La ville lui paraissait étrangère, bruyante, agressive. Chaque klaxon résonnait comme un coup de marteau dans son crâne. Chaque visage croisé lui donnait l'impression d'être jugé. Ils voient tous que tu n'es plus brillant. Ils savent que tu n'es qu'un imposteur. Tu n'es pas à la hauteur. Les voix ne s'étaient pas tues. Elles étaient même plus fortes. Il accéléra le pas, comme pour leur échapper. Son cœur battait trop vite. Il avait du mal à respirer. Il s'assit sur un banc, les mains tremblantes. C'est là qu'une femme âgée, vêtue d'un long manteau beige, vint s'installer à côté de lui. Elle tenait une canne et son regard était doux, presque profond. Elle l'observa un instant. Puis dit simplement « Vous allez exploser si vous continuez comme ça. » Il tourna la tête vers elle, surpris. « Pardon ?» Elle sourit légèrement. « Je vois beaucoup de jeunes dans votre état. Les épaules trop lourdes, le cœur trop serré. Vous croyez tous être seuls, mais vous êtes des milliers à suffoquer sous la pression des autres. » Malik sentit son souffle se couper. Comment savait-elle? Je vais bien, mentit-il. Son sourire s'élargit, mais avec une pointe de tristesse. « Non, vous ne dormez plus. Vous ne mangez presque plus. Vous n'avez plus d'envie, plus de joie. Vous pensez que vos parents seront déçus si vous ne réussissez pas. Et vous avez commencé à penser à disparaître. » Il recula légèrement, choqué. Elle posa une main légère sur son bras. « Je ne suis pas magicienne, mon garçon. Je suis psychologue retraité. J'ai vu des centaines de cas comme le vôtre. Ce n'est pas la faiblesse qui vous détruit, c'est le silence. » Les mots frappèrent Malik comme une vérité qu'il refusait d'entendre depuis trop longtemps. Il baissa les yeux, sa gorge se serra. « Je ne peux pas les décevoir, » murmura-t-il. « Ils ont tout sacrifié pour moi. »« Et vous ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'avez-vous sacrifié? Votre enfance? Votre liberté? Votre santé mentale ?» Une larme roula sur la joue de Malik. « Je n'ai jamais eu le droit de ne pas être parfait. » La femme se redressa légèrement. « Personne ne devrait porter ce poids, pas même un génie. » Elle chercha dans son sac et en sortit une petite carte. « Si un jour vous décidez de parler, appelez-moi. Je ne peux pas vous guérir, mais je peux vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. » Elle se leva avec lenteur. « Et souvenez-vous, vous n'êtes pas un trophée, vous êtes un être humain. » Puis elle s'éloigna. Malik resta figé, la carte entre les doigts. Il la regarda longtemps, comme si elle contenait une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Le soir venu, il reçut un message vocal de sa mère. Sa voix était ferme, presque autoritaire. « Malik, le professeur Bernard m'a appelé. Tu n'es pas allé travailler? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ruiner ta carrière. Tu vas nous faire honte. Tu dois te reprendre immédiatement. » Chaque mot était une lame. Chaque phrase, une menace invisible. Il sentit un tremblement parcourir tout son corps. Il se laissa tomber sur le sol à genoux. « Je n'en peux plus.
murmura-t-il. Le téléphone vibra encore. Sa mère insistait. Il le jeta sur le lit, incapable d'entendre davantage. Le silence revint, mais ce n'était pas un vrai silence. C'était un vide, un gouffre. Il se leva soudainement, ouvrit la fenêtre, respira l'air froid de la nuit. Si je saute, tout s'arrête. Plus de pression, plus d'attente, plus de déception. Ses jambes tremblaient, son cœur battait douloureusement. Une seconde de plus, et il basculait. Mais une pensée infime, fragile, vint le retenir. Et si ma vie avait encore quelque chose à offrir? Il recula d'un pas, puis s'effondra au sol, en larmes. Cette nuit-là, Malik comprit une chose. Il ne tiendrait plus très longtemps. Il était arrivé au bord du précipice, et tout ce qui pouvait encore le sauver. C'était une main tendue, une voix qui lui dirait enfin qu'il avait le droit de respirer. Dans le prochain bloc, cette voix allait surgir et changer sa vie. Le lendemain matin, Malik ouvrit les yeux avec la sensation d'avoir survécu à un naufrage. La lumière grisâtre passait à travers ses rideaux, éclairant une chambre qui ressemblait à un champ de bataille. Documents éparpillés, vêtements abandonnés, assiettes non lavées. Tout reflétait l'état de son esprit, épuisé, désordonné au bord de l'effondrement. Il resta longtemps couché, sans bouger. Même respirer semblait demander un effort immense. Son téléphone vibra encore, un message de sa mère. Puis un autre encore. Il ne regarda aucun d'eux. Ce jour-là, il n'avait plus la force de supporter le moindre mot. Vers midi, on frappa à sa porte. Il sursauta. Une angoisse immédiate lui serra la poitrine. Il se leva lentement, ouvrit la porte d'un geste hésitant et resta figé. « Camille ?» Elle se tenait là, inquiète, les yeux remplis d'une douceur qui contrastait violemment avec la dureté du monde de Malik. « Tu ne réponds à personne », dit-elle en entrant presque malgré lui. Le professeur Bernard est furieux, mais moi, je suis inquiète. Malik baissa les yeux, honteux. « Je suis désolée. Je n'ai pas voulu te faire peur. »« Malik, » dit-elle en posant une main sur son bras, « qu'est-ce qui se passe ?» Il détourna le regard. C'était trop difficile, trop intime, trop douloureux. « Je suis juste fatiguée. » Elle soupira. « Tu n'es pas fatiguée, tu t'effondres, et tu refuses de l'admettre ?» Il sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait tellement essayé d'être fort, tellement essayé de tenir, tellement essayé de jouer le rôle du garçon parfait. Mais face à Camille, ses défenses commencèrent à se fissurer. « Mon esprit m'échappe, » murmura-t-il. Elle l'observa longuement. Puis elle dit « Parle-moi ». Malik inspira profondément. C'était comme ouvrir une porte qu'il avait toujours laissée verrouillée. « Ma famille ?» Il s'arrêta. Les mots restaient coincés. « Ils attendent trop de toi ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête puis finit par s'asseoir sur le canapé, comme si ses jambes refusaient de supporter son poids. « Ils ne m'ont jamais demandé ce que je voulais. Jamais. Pour eux, ma réussite, c'est tout ce qui compte. Pas moi, pas ce que je ressens. Juste le résultat. » Ses mains tremblaient et je ne suis plus sûre d'être brillant. Pas sûre d'être assez. Pas sûre d'être quelqu'un. Camille s'assit à côté de lui. Elle ne parla pas tout de suite. Elle resta simplement là, présente, silencieuse. Comme une respiration nouvelle. « Malik, dit-elle enfin, ce que tu décris, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'épuisement, de la pression accumulée, du stress chronique. Personne ne pourrait tenir. Même pas toi. » Il se passa une main sur le visage. « Mais je dois tenir. Je n'ai pas le choix. »« Si, répondit-elle fermement. Tu as le choix. Mais tu as oublié que tu en avais un. » Il leva les yeux vers elle. Dans son regard, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Une absence de jugement, une compassion pure. « Tu dois parler à quelqu'un, dit-elle. Un professionnel ? Ce que tu vis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste du stress. C'est une détresse profonde. Tu es en train de sombrer, Malik. » Il détourna le regard honteux. « J'ai rencontré une femme hier. Une ancienne psychologue, dit-il dans un souffle. Elle m'a donné sa carte. » Camille eut un sourire doux. « Alors appelle-la, s'il te plaît. » Il serra la carte dans sa main. Les souvenirs revinrent. La femme au manteau beige, sa voix calme, son regard perçant. « J'ai peur, avoua-t-il. » Sa voix tremblait. Il n'avait jamais dit ces mots à personne. « Je sais, » répondit Camille, « mais tu ne peux plus continuer comme ça. Tu ne peux pas porter tout seul ce que ta famille t'a imposé. Tu mérites d'exister pour toi, pas seulement pour eux. » Ces mots le transpercèrent, comme s'il brisait quelque chose et le reconstruisait en même temps. Plus tard dans l'après-midi, après le départ de Camille, il fixa longtemps la carte. Ses mains tremblaient toujours. Son cœur s'emballait. « Je ne suis même pas sûr de mériter d'être aidé, » murmura-t-il.
mais il finit par composer le numéro. Chaque tonalité lui semblait un pas vers un monde inconnu. La voix de la femme âgée répondit. « Oui, c'est Malik ?» dit-il en avalant difficilement sa salive. « On s'est vu hier. Vous m'avez donné votre carte. » Un silence. Puis un ton doux, presque rassurant. « Je t'attendais. » Il sentit ses épaules se relâcher légèrement. « J'ai besoin d'aide, » dit-il. « Je crois que je suis en train de perdre pied. »« Tu fais déjà le premier pas, » répondit-elle. « Et c'est celui que la plupart n'arrivent jamais à faire. » Un sanglot monta dans la gorge de Malik. Il ferma les yeux. « Je ne veux plus être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, » dit-elle fermement. « Tu es un être humain. Et les êtres humains souffrent. Les êtres humains s'effondrent. Les êtres humains ont besoin d'aide. Ce n'est pas honteux. C'est normal. » Il éclata en larmes. Pas des larmes de désespoir. Des larmes de soulagement. Il n'était pas seul. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le comprenait. La psychologue ajouta « Viens me voir demain. Nous allons remettre de l'ordre dans ce chaos, petit à petit. » Ce soir-là, Malik sortit sur le balcon. Le vent froid caressait son visage. Pour la première fois depuis des mois, il respira un peu mieux. Pas beaucoup, mais un peu. Et c'était déjà immense. Il regarda les lumières de Paris, puis murmura « Peut-être que je peux encore me sauver ?» Il n'en était pas sûr, mais l'idée existait. Et parfois, une simple idée suffit à empêcher un homme de tomber. Le lendemain matin, Malik arriva devant l'immeuble de la psychologue avec quelques minutes d'avance. Il avait à peine fermé l'œil de la nuit. La peur, l'incertitude et un espoir fragile se mêlaient en lui comme des vagues. Contraire, mais il était là. Et c'était déjà une victoire. Il sonna. La porte s'ouvrit sur la femme âgée rencontrée quelques jours plus tôt. « Entre. »« Malik, » dit-elle d'une voix douce. « Installe-toi où tu veux. » L'intérieur de son appartement ressemblait à un refuge, discret, des livres partout. Une odeur de tisane, des coussins colorés, des cadres anciens contenant des citations apaisantes. Il s'assit sur un fauteuil en face d'elle. Elle le regarda longuement avant de parler. « Tu sembles épuisé. » Il hocha la tête. Il n'avait plus l'énergie de jouer un rôle. « Je pense que j'ai atteint ma limite. » Elle sourit légèrement. Parfois, toucher le fond n'est pas une fin. C'est un point de départ. Il inspira profondément, puis se lança. « Je viens d'une famille où tout repose sur la réussite. J'ai toujours été celui qui devait réussir. Celui qui n'avait pas le droit à l'erreur. Celui qui devait racheter les échecs de tout le monde. J'ai essayé de faire ce qu'il voulait. Mais plus j'avance, plus je me perds. Je ne sais même plus qui je suis. » La psychologue hocha lentement la tête. « Et si ton qui je suis avait été étouffé depuis l'enfance ?»« Je crois que c'est le cas, » murmura-t-il. Elle se pencha un peu vers lui. « Malik, ce que tu décris s'appelle une pression parentale internalisée. Tu as porté seul un poids qui n'appartenait pas à un enfant. Tu as appris très tôt que ton droit à l'amour dépendait de ta performance. » Il sentit un frisson. Ces mots, c'était comme si quelqu'un décrivait un secret qu'il n'avait jamais osé admettre. « Quand j'étais petit, dit-il, la voix tremblante, ma mère me disait, un enfant médiocre. Ça ne sert à rien, si j'avais un 18. Elle me demandait pourquoi je n'avais pas eu 20. Si j'étais premier, elle me demandait pourquoi je n'avais pas fait mieux que le premier. Elle disait qu'elle me poussait par amour. » La psychologue inspira profondément. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur transmise de génération en génération. Une peur qui t'a été imposée comme un destin. Malik avala difficilement sa salive. « Je me sens coupable de ne plus tenir. »« C'est normal, » répondit-elle avec douceur. « Quand on t'a appris que ta valeur dépend de ce que tu accomplis, s'arrêter devient un crime. Mais tu dois comprendre une chose essentielle. Ta vie t'appartient. » Pas à eux. Un silence. Un silence lourd mais libérateur. « Tu veux dire que j'ai le droit d'exister pour moi ?»« Bien sûr, » répondit-elle. « Et c'est le moment de l'apprendre. » Pendant plus d'1 heure, ils parlèrent. Des crises d'angoisse, des nuits blanches, de cette voix intérieure née du jugement parental qui le détruisait lentement. La psychologue ne jugeait pas, elle accueillait, elle éclairait, elle guidait. « Tu n'es pas en train de devenir fou, Malik. Tu es en train de te réveiller. » Cette phrase le toucha profondément, légèrement les yeux. Ces mots, il ne les avait jamais entendus. « Ton grand-père m'a élevé comme je t'ai élevé. La réussite ou rien. Pas le droit à l'échec. Pas le droit au doute. J'ai pensé que c'était comme ça qu'on formait un homme. » Il inspira profondément. « Mais j'ai vu ton état. J'ai vu ton regard. Et j'ai compris que je t'avais transmis les chaînes que moi-même, je n'ai jamais réussi à briser. » Malik sentit quelque chose se fissurer en lui. « Papa !»« Je suis désolé, » dit son père, la voix tremblante. «
Je ne t'ai jamais demandé ce que toi tu voulais. Je t'ai imposé mon propre fardeau. Je t'ai fait croire que tu n'avais de valeur que dans la perfection. Et je t'ai détruit sans m'en rendre compte. » Un silence. Une larme, une seule, glissa sur la joue de cet homme qui n'avait jamais pleuré devant son fils. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il. Malik sentit sa gorge se nouer. Pour la première fois de sa vie, son père n'était pas un juge, mais un homme brisé par ses propres cicatrices. Et pour la première fois, Malik comprit une vérité essentielle. La souffrance qu'il portait n'était pas née en lui. Elle lui avait été transmise, de père en fils, de génération en génération. Et il était peut-être le premier à pouvoir dire « ça s'arrête avec moi ». Lorsque les mots de son père cessèrent de résonner, Malik resta un moment immobile, incapable de parler. Il avait attendu toute sa vie que cet homme, ce pilier rigide, ce juge silencieux, cette présence écrasante, lui dise autre chose que « tu peux mieux faire ». Et maintenant, ce même homme avouait ses erreurs, avouait ses peurs, avouait la transmission inconsciente d'une souffrance qu'il n'avait jamais su guérir. Malik sentit ses épaules s'alléger. Pas complètement, mais suffisamment pour respirer un peu plus profondément. « Papa, je ne t'en veux pas, » dit-il d'une voix encore fragile. « Mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus être parfait. Je ne peux plus porter tout ce que tu attends de moi. » Son père baissa les yeux, comme un homme qui reconnaît sa défaite. « Je comprends, » murmura-t-il, « et j'aimerais réparer. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. » Cette phrase toucha Malik plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers son père. « Je vais commencer une thérapie. Je veux vivre pour moi. Je veux apprendre à être heureux, même si ce n'est pas comme vous l'aviez imaginé. » Son père hocha lentement la tête. « Si c'est ce que tu veux, alors tu as mon soutien. » Ces mots simples, mais immenses, scellèrent la première brèche de réconciliation entre eux. En sortant de la maison familiale, Malik sentit le vent caresser son visage comme une invitation à respirer. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas eu à jouer un rôle. Il n'avait pas eu à masquer ses failles. Il n'avait pas eu à prouver sa valeur. Il marcha longtemps, laissant ses pensées flotter librement. Qu'est-ce que je veux vraiment ? La question le suivait comme une ombre douce, moins menaçante qu'autrefois. Il pensa à la science, pas à ses projets interminables qui l'épuisaient, mais à ce qu'il avait aimé au début. Comprendre le monde, observer, découvrir, créer, il pensa à l'art, aussi ses dessins qu'il faisait enfant, et qu'on lui avait dit d'abandonner car ça ne mène à rien. Il pensa à écrire, à enseigner, à transmettre, pas par peur, mais par passion. Le champ des possibles s'ouvrait enfin. Quelques jours plus tard, il retourna voir la psychologue. Il s'assit face à elle, moins tremblant que la première fois. « Comment tu te sens aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un instant. « Différent, encore fragile, mais plus vivant. » Elle sourit. « C'est le début d'un long chemin, tu sais. Je sais, et je crois que je suis prêt à marcher. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. De ses peurs, de ses colères, de ses rêves, de ce qu'il voulait reconstruire. Puis, elle lui dit une phrase qui resta en lui comme une lumière intérieure. Tu n'es pas en train de devenir fou, Malik. Tu es en train de devenir toi-même. Sa relation avec Camille évolua elle aussi. Elle l'invitait parfois à marcher après le travail, à partager un café, à parler de choses simples et humaines. Elle ne le jugeait jamais. Elle ne lui imposait rien. Elle l'écoutait. Un soir, alors qu'il longeait de la Seine, elle lui demanda « Tu vas reprendre au laboratoire ?» Il resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Je ne sais pas encore. Peut-être, mais sous d'autres conditions. Ou peut-être que je choisirai une autre voie. Il faut que ce soit mon choix, pas celui des autres. » Camille hocha la tête. « Tu as raison. Et quoi que tu choisisses, je serai fière de toi. » Ce mot encore, fier, pas pour une réussite, pas pour une performance, pour lui, pour ce qu'il devenait. Il sentit une chaleur douce dans sa poitrine. « Merci, » murmura-t-il. Elle le regarda un long moment, puis dit « Tu mérites d'être heureux, Malik. » Il détourna les yeux, submergé par une émotion nouvelle. Au fil des semaines, Malik transforma son appartement. Il rangea, nettoya, jeta tout ce qui appartenait à une vie qui n'était pas la sienne. Il acheta des plantes, des livres d'art, un carnet de croquis. Il reprit goût à dessiner. Il se surprit même à rire parfois. Un rire sincère, un rire d'homme qui commence à se libérer. Son sommeil s'améliora. Sa respiration devint plus fluide. Les crises d'angoisse se firent moins fréquentes. Ce n'était pas une guérison magique. C'était un processus lent, progressif, authentique. Puis vint le moment décisif. Il reçut un mail du laboratoire. «
Nous avons une proposition pour vous si vous souhaitez revenir. Conditions allégées, rythme adapté. Avant, il aurait été rempli de stress. Cette fois, il ressentit quelque chose de différent. La possibilité de choisir. Il consulta la psychologue. Il parla avec Camille. Il réfléchit longuement. Puis il répondit simplement « Je reviendrai ». Mais à mon rythme et à mes conditions. C'était symbolique. C'était puissant. C'était lui. Le jour où il retourna au laboratoire, tout le monde le regarda différemment. Non pas comme un prodige, non pas comme un modèle, non pas comme un espoir à porter, mais comme un être humain. Camille l'attendait devant l'entrée. « Prêt ?» demanda-t-elle. Il sourit légèrement. « Oui, cette fois, je suis vraiment prêt. » Elle le prit doucement par le bras. « Aujourd'hui, tu n'as rien à prouver, juste à être toi. » Et c'est ainsi que Malik franchit les portes, non pas comme le brillant élève qu'on façonnait depuis l'enfance, mais comme un jeune homme de 25 ans qui venait, enfin, de se choisir. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il se regarda dans le miroir. Une dernière fois, pour dire au revoir à celui qu'il avait été. Et il murmura « Je me pardonne. Et je commence. » Il sourit. Un vrai sourire. Là où autrefois vivait la peur, l'épuisement et la douleur, vivait désormais la possibilité d'une vie nouvelle. On ne choisit pas toujours le poids qu'on porte, mais on peut choisir de ne plus en être écrasé. La réussite n'a aucune valeur si elle détruit celui qui l'a construit. Personne n'est né pour être parfait. Nous sommes nés pour être humains. Parfois, guérir commence simplement par oser demander de l'aide. Les blessures transmises ne sont pas une fatalité. Elles peuvent s'arrêter avec nous. La liberté naît le jour où l'on décide enfin de vivre pour soi, et non pour satisfaire les attentes des autres. Et la plus grande victoire, ce n'est pas d'être brillant, mais d'être en paix avec soi-même. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de vous abonner, likez la vidéo, commentez, et surtout restez avec nous pour d'autres récits encore plus captivants.